Vous écoutez Populse, le podcast qui aborde tous les arts et la pop culture pour parler de notre société. Je suis Manon Lumeau et je propose des épisodes seuls autour d'un sujet qui me tient à cœur et des discussions libres avec un ou une invitée qui vient me parler d'une œuvre qui fait battre son cœur. Aujourd'hui, je reçois Tim Caron. Salut à toi, Tim, tu es parisien, toulousain, bruxellois, tu ne tiens pas en place, tu es toujours partant pour tout, que ce soit pour une randonnée avec pour seul équipement un tote bag et un demi-tapis de sol, une soirée pastis chez tonton ou bien un café au Meurice, au même prix que ta soirée chez tonton. Curieux, drôle et fin observateur, tu fourmilles d'ailleurs d'idées scénaristiques. Alors on va commencer cet épisode un peu différemment, parce qu'on enregistre le 30 décembre, c'est la fin de l'année, alors attention, pression sociale. Est-ce que tu as des résolutions pour l'année 2025 ? Merci beaucoup Manon, quelle belle introduction. Alors mes résolutions pour 2025, c'est avant tout de ne pas me prendre la tête et de ne pas me flageoler si je ne les tiens pas justement. C'est très beau. Et du coup, t'as même pas d'exemple Aucune résolution. Ouais, bah écoute, c'est très bien, c'est très bien. Il y avait quand même un lien entre cette intro et le sujet de notre épisode, car pour ce premier épisode de l'année 2025, tu as choisi de venir nous parler des Illusions perdues d'Honoré de Balzac. Les Illusions perdues, c'est un roman en 3 parties, paru entre 1837 et 1843. C'est un roman issu de la grande œuvre de Balzac, La Comédie humaine, que l'auteur qualifie d'histoire naturelle de la société. Et donc, par la littérature, Balzac prétend dépeindre à travers tous les détails la réalité sociologique et économique d'un pays, ses classes sociales, ses hommes et ses femmes. L'œuvre de Balzac entre dans le courant littéraire du XIXe siècle français, le réalisme, qui s'oppose au romantisme et qui a pour objectif de représenter le plus fidèlement possible la réalité à travers les détails du quotidien, des personnages issus de classes sociales différentes, mais toujours avec un regard porté sur les classes populaires et le déterminisme social développé plus tard au XXe siècle par notre très cher sociologue Pierre Bourdieu. Quelques décennies après le réalisme, à la fin du XIXe siècle, le mouvement naturaliste ira plus loin. Et au lieu de simplement observer et de reproduire, les naturalistes, comme Zola, adopteront une méthode presque scientifique en observant, expérimentant, en analysant, ce qui induit une implication et un engagement plus important de l'auteur, selon eux. Donc voilà pour le contexte. Comme c'est un roman en 3 parties, très dense, assez long, d'abord les 2 poètes, Un grand homme de province à Paris et Les souffrances de l'inventeur, on voit un peu la dégringolade d'ailleurs dans ces titres de la part 1 à la part 3. Bref, je ne vais pas vous résumer le roman, mais je vais vous lire le synopsis du film de Xavier Giannoli, distribué par Gaumont en 2021, et qui fait très bien ce travail de synthèse, et que l'on retrouve sur Allociné. Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, il va survivre à ses illusions. Si vous voulez aller plus loin mais que vous avez la flemme de lire, ça arrive. Bon, déjà, vous pouvez regarder le film, même s'il y a la présence d'un gros porc à l'écran, mais c'est pas le personnage le plus important, donc vous pouvez fermer les yeux à ces moments-là. Et sinon, je vous conseille d'écouter le podcast de France Culture, Les Illusions perdues, une série radiophonique en 15 épisodes qui présente, explique et analyse l'œuvre de Balzac. Les Illusions perdues placent son récit au moment de la Restauration, 1814-1815, 50 ans avant le Capital de Marx, mais qui souligne déjà un contexte de société de consommation en expansion, une capitalisation de l'esprit et l'importance de l'argent dans toutes les sphères de la société capitaliste en devenir, qui prendra véritablement son essor à la révolution industrielle dans les années 1840, au moment où Balzac écrit ses Illusions perdues. Les Illusions perdues, c'est l'élévation sociale aux dépens de la raison et qui soumet le personnage à l'oubli de ses racines, de son ami, de sa famille et la dangereuse assimilation à un milieu qui n'est pas le sien. Et oui, Lucien, il n'a pas assez écouté Francis Cabrel. Et il a croisé les rois de naguère, tout drapés de diamants et de feu. Mais dans les châteaux des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Et il s'est brûlé les yeux. Bref, Lucien tombe, s'engouffre par l'amour sur la voie du succès, de la fortune et de la vanité, toutes illusoires. Les folles ambitions de Lucien l'éloignent de David, petit bourgeois d'Angoulême, son ami, mais qui lui rejette l'avarice, la prétention et ne jure que par la pureté de l'amour dénué de tout intérêt pour sa femme, Ève, la sœur de Lucien. David est assez absent du film, sauf une phrase au début. C'est un peu dommage car Les Illusions perdues, c'était aussi un livre sur l'amitié et sur les racines. Bon, là, c'est vrai que le film commence à peu près au moment où Lucien monte à Paris. J'ai l'impression sinon qu'il y a 2 figures qui naissent au même endroit et qui finissent au même endroit,
en se développant de manière tout à fait opposée. C'est la figure du rêveur, Don Quichotte, et la figure de l'ambitieux, Lucien. Tous deux veulent faire de grandes choses, s'élever, partir à l'aventure, mais alors que le premier se détache de tout ce qui est tangible et rêve au-delà de ce qu'offre la réalité, le second est de plus en plus terre à terre, s'attache qu'au matérialisme et à l'argent, dans un seul but, celui de réussir. Mais à la fin, pour les deux, c'est la désillusion, la déception, la confrontation avec l'échec et la réalité à laquelle on ne peut échapper. Maintenant, d'un point de vue plus personnel, à part que Lucien, le personnage principal, vienne du faubourg de L'Houmeau, c'est un peu mon nom de famille, en gros c'est le sud d'Angoulême, je n'ai pas beaucoup de choses à raconter sur mon rapport aux illusions perdues en tant qu'œuvre. Personnellement, je ne suis pas une grande fan de Balzac, ça m'a toujours un peu ennuyée. Je trouve son écriture un peu présomptueuse par moments, parce que contrairement à Maupassant, dont j'ai eu un choc littéraire pour une vie, ou encore Zola, eux, j'ai l'impression qu'ils écrivent vraiment pour raconter quelque chose de la société et de leurs personnages au-delà des auteurs, comme si les personnages avaient leur vie propre. Pour moi, c'est pas vraiment le cas de Balzac. J'ai toujours eu l'impression que cette comédie humaine, c'était un peu l'idée de faire une grande œuvre littéraire pour son succès à lui. Mais bon, c'est évidemment qu'une impression personnelle, et ça reste évidemment une œuvre fondamentale de la littérature française, ça ne fait aucun doute. Quant au film, c'est un récit assez linéaire, intéressant, et force est de constater que c'est une bonne adaptation qui fait un véritable travail de synthèse de l'œuvre de Balzac, avec un Benjamin Voisin en très bon incarnant. Il a un truc assez intemporel dans le jeu et dans le physique, ce qui est très bien choisi pour ce genre de film, où on recherche tout de même une identification du public au personnage. Donc voilà, donc on n'est pas trop dans ma bibliothèque ou ma filmothèque là, mais ce qui nous intéresse, c'est toi, Tim. Donc pourquoi tu as choisi cette œuvre et quelle est sa place dans ta vie? Alors, je pense que j'ai choisi cette œuvre en cette période de fin d'année, vu qu'on enregistre le 30 décembre, juste la veille de la fin de l'année, parce que avant chaque fin d'année, on est tous à prendre des bonnes résolutions, à avoir énormément d'attentes et de grandes espérances pour l'année à venir. Et je pense qu'en fait, chacun peut trouver dans Les Illusions perdues, que ce soit dans le roman comme dans le film, dans son adaptation en film, un peu ce qu'il y veut et ce qui résonne le plus avec ses grandes attentes personnelles à chacun et à chacune. Moi personnellement, il y a deux axes qui m'intéressent le plus dans l'œuvre des Illusions perdues. C'est plutôt la critique d'un système littéraire et de l'avènement de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les industries culturelles, véritablement. Et le deuxième axe qui m'intéresse, c'est la déception à la fois chez Lucien de ses propres attentes, de ses propres espoirs, de ses illusions, mais aussi par rapport à sa famille et au talent que lui prêtait sa famille et à comment finalement, par vanité, comme tu disais, il s'est écarté, éloigné d'eux par ambition. C'est moins en fait le côté amour et passion qui transparaît aussi avec Madame de Bargeton dans l'œuvre. Lucien est pris de cette comtesse, puis de Coralie quand il monte à Paris. Moi, ça m'intéresse un peu moins, finalement, chez Balzac, mais je trouve que Balzac a cela de génie qui croque très bien les sociétés. Il annonce un peu ce que faisaient les naturalistes, comme tu disais, pour Zola, et de croquer vraiment ce qui fait système dans une société et quels sont les mécanismes de valorisation de certains traits moraux, de distinction sociale. Et je trouve qu'en fait, les illusions perdues sont encore très actuelles parce que pour moi, en tout cas, personnellement, il y a peut-être les formes qui ont changé, qui ont évolué, mais fondamentalement, les mêmes mécanismes de domination sont encore à l'œuvre encore aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Bon, on va y arriver un peu plus tard sur tout ça, mais oui, oui, bah, je suis complètement d'accord. Et sinon, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as lu le livre ou que tu as vu le film? Alors, la lecture des Illusions perdues, c'était un peu comme tout le monde, je pense, c'était une lecture imposée au collège ou au lycée, je ne sais plus, Au je pense lycée, pour je le pense. Ouais. baccalauréat. Voilà, donc je l'ai subi, un peu comme toi, je pense, au début. Et après, j'ai relu tout seul Le Rouge et le Noir, qui est un autre roman initiatique qui peut être aussi imposé au lycée, mais celui-là, je l'ai lu par moi-même. Et en fait, j'ai un peu été surpris et je suis tombé amoureux un peu des romans initiatiques et de ces figures des jeunes ambitieux. euh, je pense que c'est assez banal finalement quand on se construit en adolescent, qu'on est un peu ambitieux et qu'on veut monter aussi à Paris. En fait, on trouve un écho, même dans ces personnages-là du 19e.
Bon, bah, du coup, tu as un peu répondu, mais pour toi, est-ce que tu penses que ça a vieilli ou que vraiment. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vieilli quand même dans Les Illusions perdues ou même pas? Alors si, bien sûr, je pense qu'il y a des choses qui ont vieilli, que ce soit les mécanismes de séduction, comment faire la cour, etc. Et aussi quels sont les types de dominants finalement, comment sont distribués les rôles finalement. Mais ce qui domine et ce qui persiste toujours aujourd'hui, c'est que finalement, et c'est pour ça que c'est un très bon titre, la comédie humaine, c'est que c'est toujours une forme de comédie, la société dans laquelle on évolue. Il y a toujours des rôles qui sont un peu distribués selon moi. Même quand les dominants tentent de faire oublier le fait qu'ils sont les dominants et qu'il y a des dominés, euh, et, et bien ces dominations persistent. Donc je pense qu'aujourd'hui les rôles ont été un peu redistribués. Il y avait ce qu'on voit dans Les Illusions perdues, c'est qu'il y a une bataille entre les anciennes dominations, l'aristocratie, les titres hérités véritablement par la lignée, et maintenant il y a l'avènement de cette nouvelle bourgeoisie, de cette aristocratie de l'argent, comme Croque-Balzac. Donc vraiment avec l'industrie qui montre, c'est l'industrie de la cosmétique par exemple, l'industrie du théâtre aussi, donc vraiment les premières industries culturelles où on commence à créer des critiques littéraires en masse, où on commence à créer de la réclame, etc. Et ça préfigure un peu un système dans lequel on est toujours aujourd'hui, mais par contre qui est bien plus accentué aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec les influenceurs. Je pense à la grande enquête qui vient de sortir du New York Times, je crois, ou du New Yorker, je sais plus, sur tout le bashing qu'il y a eu autour de Blake Lively euh, dans le dernier film qu'elle a sorti, je me souviens plus le titre, mais Plus jamais ça, je crois, Ah hein. oui, oui, c'est ça, Et j'ai il vu y a eu ça. tout un bashing en fait lors de la sortie du film qui apparemment, d'après les journalistes, aurait été orchestré avec une agence de relations publiques, etc. Et en fait, moi je trouve que Balzac Astelageni qui croque vraiment, ça va être le mot de cette interview si je redis encore une fois le mot croque, désolé, il croque vraiment, hop, euh, l'avènement aussi des relations publiques et du marketing. Donc c'est intéressant parce qu'on est baigné, on est influencé par ça, même sans en avoir conscience. Et en fait, c'est un peu aussi ce rapport à la cognition, moi, qui m'intéresse vraiment, et parce que ça pose une question fondamentale, selon moi, c'est est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix et de nos désirs artistiques, de nos goûts artistiques, ou est-ce qu'on nous les impose un peu de manière subtile, subrepticement finalement. De toute façon, on voit que le film a obtenu le César des lycéens là, il y a quelques années, donc ça veut dire que vraiment les jeunes s'identifient quand même à ce système. Donc on est toujours, voilà, ils n'ont pas donné un prix pour. En général, les Césars des lycéens, c'est vraiment pour des films dans lesquels ils se sentent, ils s'identifient quoi. Bon, il y a eu Bac Nord, bon ça, bon, on va pas en parler, mais donc là, les ils ont perdu, donc c'est ça. On est quand même dans un système dans lequel la jeunesse aujourd'hui continue de se retrouver. Et donc tout à l'heure, tu parlais de monter à Paris. Donc ça m'intéresse. Et qu'est-ce que tu entends par monter à Paris? Est-ce que, bon, évidemment, bon, c'est monter à Paris, ça on aura compris, mais est-ce que ça va au-delà de ça? Monter à Paris, bah, c'est parce que, ça je le regrette, c'est que encore aujourd'hui, Paris concentre toutes les industries culturelles, en tout cas malheureusement celles qui comptent en France. Elle concentre encore toutes les grandes écoles, etc. Donc c'est très très compliqué de faire carrière dans nos milieux, dans des milieux du tertiaire ou des services ou de la culture ou voilà, sans monter à Paris. Donc c'est un peu une étape obligée. Moi, je suis parisien à la base, je suis né à Port-Royal, j'ai vécu dans le 11e, je suis reparti après, mais j'étais très bien à Toulouse. Et si j'avais pu continuer à Toulouse, finalement, je pense que j'aurais préféré, plutôt que de devoir partir faire mes études ailleurs. Alors là, pour moi, personnellement, c'est aussi une première illusion perdue, parce que j'ai loupé Sciences Po Paris. Donc à la déception, je pense, de mes parents, même s'ils ne me l'avoueront jamais. Et je suis tombé, et c'est là où j'ai eu la joie de te rencontrer, à Sciences Po Bordeaux. Donc le second best un peu, mais c'était pour moi une première illusion perdue. Donc
c'est un peu une illusion perdue de Bourges, j'ai envie de dire. Mais bon, chacun son histoire personnelle. Donc ça a toujours été en moi un peu une déception et le fait que j'ai pas pu monter à la capitale justement. Donc j'étais content après de faire une grande école, mais j'ai toujours eu un peu ce côté défaite. Et donc pour contrebalancer ça, j'ai fait une autre deuxième grande école, le Collège d'Europe, pour un peu, je pense, vraiment contrebalancer le fait que j'avais pas eu la chance de monter à Paris. Moi, je m'en fichais de faire mes études ailleurs qu'à Paris. Mais par contre, mon but ultime, une fois que j'ai fini mes études, c'était de monter à Paris, avoir mon premier job à Paris. Donc ça revient quand même un petit peu aux mêmes choses. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que monter à Paris, c'est pas une simple phrase, c'est carrément une phrase performative. Ça englobe complètement tout un imaginaire, prestige, ascension sociale, ascension culturelle, et c'est toujours d'actualité. Et donc, oui, comme tu disais, il y a une centralisation totale des industries, de la pensée intellectuelle et politique à Paris, ce qui est un véritable problème, hein, parce que d'une part, ça entretient cette domination et l'uniformisation d'une seule et même pensée sur tout un territoire, et d'autre part aussi l'approche médiatique et politique d'une prétendue réalité de terrain, mais qui en fait est très très parisiano-centrée. Et est-ce que tu considères que Les Illusions perdues, c'est une œuvre rebelle ou en tout cas non conventionnelle? Rebelle peut-être, parce que finalement, tu disais qu'il t'ennuyait Balzac, etc., et que c'était très académique, et voilà. En fait, Balzac, déjà, son œuvre, je crois qu'elle n'a pas rencontré beaucoup de succès au début, et c'est pour ça que j'aime bien, moi j'ai toujours un petit faible pour les refusés, et pour ceux qui ne sont pas trop aimés dans leur époque, mais qui en fait reviennent après, parce que pour moi c'est vraiment ceux qui sont fidèles à ceux qui croient, à leur style, et qui sont les vrais précurseurs. Donc j'ai un peu de sympathie déjà pour ça, et je crois qu'en plus Illusion perdue, il s'est hâté de la terminer parce que c'était une commande en réalité, pour rembourser son éditeur qui lui mettait la pression. Donc je pense qu'il a peut-être introduit un peu une forme de rébellion par rapport à la propre situation, mais là je fais de la psychologie de comptoir a posteriori de Balzac, mais peut-être par rapport à la propre 2 siècles situation après, le 2 siècles après, psychologue voilà, Tim. je suis là, t'inquiète pas Honoré, mais peut-être qu'il a le fait qu'ils disent, qu'ils parlent de l'amour de l'art et de l'œuvre pure justement, et qu'en fait Lucien très vite se fait prendre par les lumières de la bourgeoisie parisienne, de l'aristocratie industrieuse parisienne, et qui l'oublie en fait le pourquoi il est monté à la capitale faire des poèmes, et qu'il se mettent à faire des critiques littéraires pour le plus offrant, qu'ils en cela se perdent, et qu'ils pervertissent son œuvre finalement. Peut-être c'est un peu un miroir de ce que vivait psychologiquement Balzac en écrivant très vite cette commande pour son éditeur. Donc peut-être c'était un gros fuck à son éditeur aussi, qui faisait partie du système que Balzac dénonce en fait dans Illusion perdue, des éditeurs qui sont soumis aux critiques, les critiques qui offrent leurs critiques aux plus offrants, qui retournent leur veste pour plus de billets de francs. Enfin, donc c'est peut-être un pied de nez que fait Balzac, et c'est sans doute aussi une critique peut-être du système. Je n'aurais pas la prétention de dire quelle était l'opinion politique de Balzac, je ne sais pas, mais il y a aussi cette alternance toujours entre le fait que un jour un critique littéraire est royaliste, le lendemain il est libéral dans ce contexte de restauration, mais en fait celui qui donne la danse in fine, c'est l'argent dans ce système. Et pour toi, est-ce que c'est une œuvre qui invite à l'action ou à la contemplation? Moi, je pense que c'est une œuvre plutôt chargée d'action. Euh, on suit un parcours déjà, donc forcément c'est en mouvement. Et ça appelle à une réflexion en fait de lutte, parce que ça demande en fait beaucoup de courage de rester fidèle, je pense, à ses principes, surtout dans un monde qui fait un peu tourner les têtes, dans cette comédie humaine, des jeux de séduction, des jeux tout court d'influence que lui font vivre la marquise d'Espard, etc. Les courtisans qu'elle entretient, Nathan aussi qui trahit Lucien. Donc c'est pour moi en fait un manuel de ce qu'il ne faut pas faire,
Malheureusement, Lucien prend tarif, mais au moins il nous enseigne ça, c'est de être prudent, rester fidèle, lutter contre des gens qui veulent vous imposer un style ou une certaine image de soi-même, ne pas prendre trop de hauteur, parce que comme tu disais, on peut se brûler les ailes, donc rester humble aussi, et ça demande aussi du courage en fait. Ça peut sembler chiant de devoir rester humble et ça, être prudent, etc., mais ça demande peut-être plus de courage et d'intelligence que d'être séduit par les lumières de la ville. Merci. Mais alors donc toi tu dirais à l'action, alors c'était justement ce qui était critiqué par les marxistes. Enfin les marxistes ont critiqué vivement le réalisme et le naturalisme, disant que en gros ça prônait un peu l'immobilisme parce qu'ils faisaient des personnages qui étaient déterminés, donc passifs, et que par le roman, par l'histoire racontée, finalement les lecteurs n'étaient pas incités à faire la révolution. Et si tu as un seul extrait du film ou du livre, j'imagine que tu ne l'as pas relu pour cet entretien, donc que tu t'aimerais me dire, vas-y, je t'écoute. Déjà, ça me permet de faire un lien parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les films en costume et les films justement qui traitent d'un contexte, d'une période de l'histoire et qui nous livrent un peu l'esprit et les événements politiques d'une époque, mais grâce à l'intimité des personnages. Vraiment. Et donc, dans ces films, je me suis fait une petite liste. Ce que j'aime le plus de ces films, je pense au Guépard, à la Reine Margot, à Marie-Antoinette, etc., ou aux Liaisons dangereuses. C'est des films assez différents finalement, mais toujours en costume et toujours qui parlent d'une époque en particulier à travers les histoires intimes de personnages. Euh, J'aime beaucoup quand en fait il y a une voix narrée, donc un narrateur en fait tout simplement, de manière moins pédante, qui annonce un peu l'état d'esprit du personnage ou la scène qui va se passer, etc. Je trouve ça très poétique en fait. Dans le film de Giannoli, il y a une citation, je ne sais pas si elle est tirée du roman, à fact-checker après, mais il y en a une que j'ai bien aimée. C'est quand Lucien part. Et en fait, c'est une citation que j'aime bien parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer encore. Donc, on a nous-mêmes en tant que lecteurs de grandes espérances encore. On est encore dans nos illusions. On les a pas tout à fait perdues, même si on sent que ça, ça va mal se finir. Mais c'est aucun jeune homme libre pour la première fois et ayant plus de 1000 francs en poche n'est jamais vraiment triste de quitter sa famille. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà. Si. Il y en a une deuxième. Vas-y, livre-nous S'il la fallait deuxième. rater sa vie, il valait mieux la rater à Paris. Ah ouais, mais c'est fou quand même quand on y pense. Que ça puisse être une vraie phrase. Bah, si on devait rater sa vie, il vaut mieux la rater à Paris. Pourquoi? Mais toi qui vis à Paris et qui est en train de rater ta vie, qu'en penses-tu? Je te remercie. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce d'obsession sur rester à Paris. Mais c'est ce qu'on disait, monter à Paris, coûte que coûte. Mais quand est-ce que ça sera fini? Oui, Cette oui. injonction-là, Mais c'est une t'imagines, ça injonction fait au depuis final. 1814 et même Ouais, avant en même fait, avant, toujours. ouais, Mais bien sûr. ouais. Ouais. C'est dingue. Bon, vas-y, on va. Personne ne dit fallait rater sa vie, il valait mieux la rater à Toulouse. Personne. Et alors que moi, je préférais la rater à Toulouse, honnêtement. Vas-y, on va partir à Toulouse. Allez. Et est-ce que tu qualifierais, bon, je pense que j'ai la réponse, mais ton rapport à cette œuvre plutôt de manière émotionnelle ou intellectuelle? Plutôt intellectuel. Ouais. Du coup, parce que moi, le côté passion et tout m'intéresse moins, comme je disais. Dans l'œuvre de Balzac. J'aime bien les grandes passions. Ailleurs, dans les liaisons dangereuses, j'adore, par exemple, mais pas chez Balzac. Bah, je m'en doutais par rapport à tout ce que tu as dit. Et est-ce que ton rapport à l'œuvre, aux illusions perdues, a changé dans le temps? Donc, j'imagine que oui. Et après certains événements ou juste en grandissant, est-ce que tu peux développer un peu ça? Je pense que j'avais un rapport un peu plus, comment dire, au lycée, peut-être un peu plus euh, dépressif finalement vis-à-vis de l'œuvre, un peu fataliste. Disons que c'était impossible en fait de jamais réussir quand on venait pas du milieu dominant, qu'il n'y avait pas vraiment finalement de transfuge de classe, parce que si on reprend les termes de Bourdieu, ton milieu d'appartenance te façonne tellement que ton milieu de comment il dit d'identification où tu veux aller en tout cas
euh, tu t'en seras jamais vraiment parti. Et Lucien montre que voilà, il est retourné à Angoulême et qu'il est recraché en fait par le ventre de Paris, j'ai envie de dire, pour reprendre Zola, c'est Mais quelle culture, portable. quelle culture. Et t'étales, comme on nous a appris à Sciences Po. Mais voilà, ouais, je pense qu'au début, ma première lecture a été un peu plus dépressive, dans le sens un peu plus fataliste. Et après, j'ai relu quand je faisais Sciences Po, je pense, ou à Bruges, je sais plus. Et après, j'ai vu le film, bien sûr. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait en fait in fine de cette œuvre et qu'est-ce qu'il a voulu dire en faisant ce roman Balzac et qui s'inscrit dans une œuvre complète. C'est peut-être une œuvre d'action en fait. Et peut-être que lui-même était appelé pas directement ou explicitement à la révolution, mais en tout cas il en posait un constat qui aide les révolutionnaires et qui a permis de faire l'œuvre, comme tu disais, de Zola, etc. Est-ce qu'ils auraient pu faire leurs œuvres sans Balzac? Pas tellement. Non, c'était un précurseur d'un mouvement qui allait aller plus loin, quoi. Mais c'était un des initiateurs, on va dire, du naturalisme au final aussi. Donc mon rapport à l'œuvre a évolué un peu et de un peu fataliste à un peu euh, considérer l'œuvre comme un vrai outil en fait de relecture même de ce qui nous entoure aujourd'hui. Maintenant, j'aime bien, par exemple, je prenais le bus là pour arriver à cette interview, À ce euh, studio, tu peux dire. à ce studio, et c'est le bus qui passe vraiment des Gobelins en traversant la Seine, au Louvre, Palais Royal, etc., les grands magasins. Et là, le bus s'est arrêté entre le Louvre et le Palais Royal. Palais Royal qui est quand même dans le centre de l'action des Illusions perdues. Tu te demandes s'il y a vraiment quelque chose qui a changé finalement entre les gens qui sont dans la misère aujourd'hui et nous qui sommes, qui sommes privilégiés, on va le dire, hein, clairement. Ceux qui consomment, ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui sont laissés pour compte. Donc il y a toujours pour moi il y a encore des classes, il faut le reconnaître. Et en fait, je trouve qu'on ne le reconnaît pas assez, ou on essaye de l'atténuer un peu. On a encore un gros travail à être honnête avec notre société sur le fait qu'il y a encore des divisions de classe. Après, statistiquement et en termes de chiffres, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes dans des situations de grande précarité qu'au 19e, bien sûr, et heureusement. Mais c'est vrai que voilà, en fait, les contours du mal se redéfinissent en permanence. Et c'est intéressant, quand on vit dans une époque, de savoir qui est dominant, qui est dominé, pourquoi, quelles sont les logiques qui les sous-tendent, etc. Pour revenir au côté, est-ce que le rapport a changé avec le temps? Du coup, je vais parler de mon rapport à moi avec l'œuvre. Donc moi, c'est marrant, mais je pense que j'ai pas du tout eu une lecture dépressive pour la peine. Oh, ça m'a fait chier, ça c'est sûr. Mais j'ai pas eu une lecture dépressive au lycée. Pourtant, j'étais pas l'ado la plus gaie du village, hein, ça c'est sûr. Mais justement, c'était un peu, je me disais, ouais, moi, ça sera différent. Moi, le monde a changé. Moi, ça sera différent quand je serai à Paris, quand je serai dans le cinéma. Ça sera extraordinaire. Bon, force est de constater que après mes études et tout, je redescends de quelques étages, quelques bons étages. Donc c'est ça. Donc on va dire qu'en fait, une fois que j'ai fait l'expérience de la vie professionnelle et que j'ai confronté mes idéaux aux réalités de la vie d'adulte, bon, je vois les illusions perdues telles qu'elles sont réellement, quoi. Et je me suis rendu compte que les choses n'avaient pas vraiment changé, comme tu disais, que le système il est bien gangréné. Donc que ce soit, par exemple, dans les milieux les milieux qui m'intéressent, moi, politique, journalisme, culture, etc., comme Lucien, souvent tu te fais assez marcher dessus avant de pouvoir peut-être un jour faire de grandes choses. Et puis même cette notion de faire de grandes choses, pour moi, elle a plus du tout de sens aujourd'hui, alors que c'était quelque chose que je gardais en tête pendant mes études. Là aujourd'hui, je me demande c'est quoi la réussite. Est-ce que faire des études, c'est pas une manière de se penser les meilleurs? Cette notion d'élite qu'on a pu nous bazarder d'ailleurs à Sciences Po, qui est vraiment mais qui est vraiment abjecte. Mais sur ça, si je peux juste rebondir, parce que je suis complètement d'accord avec toi sur ça, et c'est aussi une des illusions dont je parlais tout à l'heure sur faire des grandes écoles. Et moi, j'ai appris a posteriori ce que voulait dire prestige. L'étymologie de prestige, et je suis allé chercher après parce que je me demandais mais pourquoi j'ai payé un crédit pour faire ce que tout le monde me rabâche, être une école prestigieuse, de grandes écoles. Et en fait, le prestige, étymologiquement, ça veut dire tromper. Ah ouais. Donc, en fait, c'est tromper son monde. Et c'est dingue d'avoir fait 6 ans d'études, d'avoir payé ses études, et on a donné quand même de l'énergie, des efforts, etc. Et en fait, sans savoir véritablement le sens de ce qu'il y avait derrière. Ah, Et je savais pas en du fait, tout. tromper.
son monde, quoi. Donc je pense qu'on cherche un peu ces diplômes, etc., pour se rassurer, mais aussi pour tromper son entourage et se sentir un peu au-dessus de nos pairs, quoi.